La facture va s'alourdir pour les automobilistes avec l'abaissement du seuil de déclenchement du malus au poids, la taxation des sociétés d'autoroutes qui ne vont pas manquer, c'est sûr, de la répercuter, sans compter l'essence dont les prix ne sont pas prêts de redescendre. Mais il y a aussi le leasing social et la fameuse voiture électrique à 100 € par mois. On parle de tout ça avec Fabrice Godefroy, bonjour. Bonjour. Expert mobilité et environnement pour 40 millions d'automobilistes. Ce qui est certain, c'est que rouler en voiture devient de plus en plus cher. On a vu les prix des carburants prendre 15-20 centimes depuis le début des vacances. Les péages risquent encore d'augmenter, puisque si on augmente les taxes sur les péages... Alors le gouvernement nous dit qu'ils n'ont pas le droit d'augmenter les prix pour autant. Il y a eu une augmentation en moyenne de 4,75 cette année sur les péages déjà. Donc il y a déjà eu une augmentation extrêmement forte qu'on n'a même jamais connue pour l'instant. Et le gouvernement veut donc relever le malus écologique, on y reviendra. Comment se porte aujourd'hui le marché automobile? Comment l'inflation impacte ce marché? Alors, on vendait en moyenne 2,2 millions de véhicules par an, 2,2 millions de véhicules par an. Jusqu'en 2019. Aujourd'hui, on tourne à 1,5 million et 1,6 million de véhicules neufs par an. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, il y a eu la période du Covid. Il y a eu des problématiques au niveau de l'approvisionnement de certaines pièces, et notamment les fameux semi-conducteurs, mais il n'y avait pas que ça. Et puis, il y a une autre raison aussi à ça, c'est que les véhicules sont de plus en plus chers. Alors, il y a 3 raisons à ça. Déjà, il y a l'inflation qui est extrêmement forte. L'année dernière, sur les pièces détachées automobiles, et j'en sais quelque chose, le baromètre inflation IDLP l'a montré, on a eu 12% d'inflation sur les pièces détachées en 2022. Ouais. Forcément, ça se ressent derrière. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de sécurité, de dépollution font qu'on a de plus en plus d'options. Évidemment de confort, de dépollution et de sécurité qui font que les véhicules deviennent de plus en plus chers. Et puis évidemment, il y a l'électrification des véhicules. Forcément, c'est une technologie supplémentaire, donc ça coûte encore plus cher. Les véhicules 100% électriques qui coûtent 50% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc s'acheter une voiture aujourd'hui coûte beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron veut aider les Français, parce que tout ça part du démarrage, la fin du moteur thermique en 2035 au niveau des ventes, en poussant le véhicule électrique. Ça, c'est la Commission européenne qui nous l'impose. Et donc, il faut acheter des véhicules 100% électriques. Sauf que le problème, c'est que les Français n'ont peut-être pas les moyens de le faire. Donc, c'est un des soucis. Et c'est pour ça qu'il a parlé du leasing social de 100 €. 100 € par mois, c'est l'idée. Ça sera précisé normalement dans les prochaines semaines. Mais bon, il se trouve que certains constructeurs proposent déjà ce type d'offre, la voiture à 100 €. Que valent-elles, ces offres? Il y a un piège, il y a un loup? Alors non, non, justement, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y en a même eu certains constructeurs, bon, je peux les nommer parce que de toute façon, c'était une promotion, donc il y a même eu des affiches promotionnelles sur le sujet. Il y a MG, donc constructeur chinois, qui a même marqué une petite promotion au mois d'août en marquant nous tenons votre promesse des 100 € par mois du leasing social, et nous vendons un véhicule MG à 99 € par mois. Donc oui, c'est les Chinois qui sont pour l'instant effectivement en capacité de pouvoir faire ces 100 € par mois, parce que ce qu'il faut comprendre sur le leasing social, c'est qu'il faut une fourchette, un montant acceptable pour pouvoir faire ce leasing social à 100 € par mois. Et il faut que ça se situe dans les 20, 22 000, 23 000, en dessous des 30 000 €. Donc aujourd'hui, les véhicules qui sont éligibles à ce leasing social, ce sont ou des véhicules chinois. Donc si on fait un leasing social, on est déjà aujourd'hui en train de faire des bonus sur des voitures électriques. On sponsorise déjà les véhicules électriques chinois au détriment de l'industrie européenne, ce qui est déjà une catastrophe. Mais si en plus on fait un leasing social pour sponsoriser la Chine, c'est un problème. Et puis après, il y a des véhicules qui sont soi-disant européen français. Je vais prendre un autre exemple, la Dacia Spring, qui fait partie des véhicules qui pourraient être éligibles parce que au tarif, elle est à 22 23 000, donc c'est la voiture idéale. Et qui est dans le top 3 des véhicules électriques en ce moment. Tout à fait. Et en plus, c'est une voiture qui rentre dans cette fourchette, une petite citadine qui pourrait vraiment être adaptée. Sauf que cette voiture-là, elle est fabriquée où? 100% en Chine. Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, il y a un paradoxe qui est en train de se mélanger là-dessus, c'est qu'à la fois Emmanuel Macron s'est rendu compte qu'on était en train de sponsoriser la Chine et l'Asie au niveau des véhicules électriques, donc il veut faire un carbon score pour justement freiner
ces bonus que l'on donne sur ces véhicules-là pour essayer de pousser plutôt l'industrie européenne. Sauf que le souci aujourd'hui, c'est qu'évidemment, notamment la Chine, a toute la chaîne de valeur sur les véhicules électriques et la batterie, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, lithium, cobalt, même quand c'est pas sur leur territoire. Et ils ont aussi le raffinage de ces batteries. Donc 85% des batteries aujourd'hui sont fabriquées ou en Corée ou en Chine, même dans les voitures européennes. Et en plus de ça, aujourd'hui, ils arrivent avec leur propre marque. Et on a une série de marques. Le meilleur exemple, et j'en finis là-dessus parce que je vais sinon être un peu long, le dernier mondial de l'automobile, c'était véritablement le reflet de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on avait les constructeurs français et les constructeurs chinois. Et les autres constructeurs n'étaient pas là. Donc on voit très bien la tendance actuelle. Et du coup, comment les constructeurs français peuvent se défendre face à ça ? Alors, c'est une équation impossible. J'espère que ça ne sera pas impossible parce que quand on n'est pas un pays constructeur, ça pose pas de problème. Mais quand on est la France, l'Italie ou l'Allemagne, ça a évidemment des répercussions au niveau industriel qui sont catastrophiques. Donc, on leur impose le véhicule 100% électrique, avec maintenant 10 ans de retard par rapport à la Chine, pas forcément les matières premières, pas forcément encore les batteries. On n'a pas encore les usines d'assemblage et pas de fabrication sur le territoire français, et en plus il faudra être compétitif alors que de toute façon on sera dépendant des matières premières avec la Chine. Donc ça va être un Rubicon qui va être extrêmement difficile à mener pour les constructeurs européens, mais on a sacrément intérêt à y arriver parce que derrière il y a l'industrie donc française, l'industrie européenne, il y a tous les services de l'automobile qui sont quand même derrière, donc tout ça, ça aurait des répercussions qui sont extrêmement fortes pour la France et pour l'Europe. Parallèlement à ce leasing social pour une voiture électrique à 100 €, dont, je le redis, les contours devraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Comment le bonus écologique va évoluer ? Alors, le bonus écologique, ce qu'ils veulent, et il a totalement raison, sauf que le problème c'est toujours la même chose, on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on l'a fait avant et on a réfléchi après, c'est-à-dire qu'ils veulent faire comme le Nutri-Score, c'est-à-dire un carbon score sur le véhicule, en tenant compte en fait où est fabriqué le véhicule, avec quel type d'électricité. Par exemple, en Chine, les voitures électriques sont extrêmement écologiques parce qu'elles sont fabriquées avec de l'électricité charbon, donc très écologique. Et après, évidemment, elles sont amenées sur le territoire européen. Et je passe l'extraction, le raffinage, etc. Donc, ils veulent pénaliser ça pour faire une sorte de protectionnisme sans le dire, parce que en France, à la différence des États-Unis, le libre-échange est là, donc on a le droit de le faire, ce commerce. Donc on essaie de faire un protectionnisme sans le dire, en essayant de mettre un curseur pour permettre de pousser dans le futur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les véhicules plutôt fabriqués sur le territoire européen. Mais le problème, c'est qu'il va falloir être compétitif et ça va pas être simple. À date, que pèsent les véhicules 100% électriques sur le marché dont on parlait tout à l'heure ? Alors, on est au niveau des ventes, on est aux alentours de 14% des ventes en véhicules 100% électriques. Donc, il y a une progression extrêmement forte, ce qui est logique. Le bonus aujourd'hui n'est plus que sur le véhicule 100% électrique. À un moment, il était sur les hybrides rechargeables. Maintenant, sur le véhicule thermique, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il n'y a plus que du malus. Et puis alors, du malus, bien malusé. Qui va être augmenté. Voilà, donc on pousse le véhicule 100% électrique sur le parc roulant. Il y a quand même un décalage. On a un parc roulant qui est évidemment vieillissant en plus. Donc c'est une des raisons d'ailleurs. Comme les véhicules neufs se vendent de moins en moins, le parc est en train de vieillir à la différence de l'objectif des zones de faible émission. C'est quand même un sacré paradoxe aussi. On va en parler des ZFE. Et donc sur le parc roulant, le véhicule 100% électrique représente à peu près 2%. Est-ce qu'avec un carburant qui frôle les 2 € en ce moment, c'est une incitation pour passer à l'électrique? Alors ça, c'est la vision effectivement immédiate, ça paraît logique. Par contre, plusieurs choses. Bon, déjà, le carburant, on pourrait en parler, mais je vais essayer de le sortir et revenir sur l'électrique. Bon, déjà, pour avoir un véhicule électrique, il faut être ce qu'on appelle électrocompatible. Et électrocompatible, c'est avoir une borne de recharge chez soi ou dans sa copropriété. Et dans ce cas-là, il y a un intérêt parce qu'effectivement, on paye son électricité d'une façon acceptable. Si effectivement, on est obligé de recharger sa voiture électrique dans des bornes de recharge publiques, ça coûtera déjà beaucoup plus cher. Donc déjà, l'écart se réduit. Et puis après,
juste une petite réflexion comme ça dans le futur, les taxes sur les carburants, parce qu'on parle de l'augmentation, c'est vrai que le prix du baril du Brent est en train d'augmenter. On est aujourd'hui à $85, on était à $88, c'est pour ça qu'il y a une augmentation du prix du carburant, mais il y a quand même beaucoup de taxes aussi sur le carburant. On a une TICPE, et sur la TICPE, on a une TVA à 20%, donc une taxe sur une taxe. Au total, c'est plus de 60%. 60% de taxes. Donc, effectivement, le prix du carburant a largement augmenté. Par contre, ça rapporte quand même plus de 40 milliards d'euros à l'État, le prix le carburant. C'est quand même un impôt qui est extrêmement intéressant. Enfin, c'est une règle de 3. Mécaniquement, c'est pour ça que nous, chez 40 millions d'automobilistes, on prône une TVA à 5,5 au lieu de 20%, parce qu'effectivement, plus l'augmentation du carburant se fait, plus l'État engrange des recettes plus importantes. Ça, c'est logique. Il y a une TICPE flottante. Elle est fixe. Mais elle pourrait être flottante. Elle pourrait être flottante, mais... Bon, de toute façon, il faudrait une refonte complète de la fiscalité des carburants. Ça va poser un problème. Mais c'est compliqué parce que évidemment, c'est des recettes, puis à la fois c'est carboné, donc c'est pas très écolo politique, je dirais. Mais par contre, il faut pas rêver. Le jour où on passe tous en véhicule électrique, est-ce que vous pensez que l'État va se passer des 40-45 milliards d'euros de taxes sur les carburants? Bien sûr que non. Donc ils seront très inventifs et sur le véhicule électrique, on trouvera des solutions pour taxer le véhicule électrique. On l'a déjà d'ailleurs, on commence déjà à voir apparaître la norme aux recettes, qui est la prochaine norme qui est en train d'arriver. On va déjà faire une restriction et trouver une petite norme supplémentaire sur le freinage, l'abrasion des pneus et le freinage, c'est-à-dire tout ce qui est liaison au sol. D'ailleurs, l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, comme par hasard avait fait un rapport juste avant, en expliquant que maintenant plus de la moitié des particules ne viennent plus de l'échappement, mais viennent de la friction pneus et plaquettes de frein. Donc on voit déjà arriver une nouvelle technologie, c'est-à-dire un aspirateur à friction, donc un coût supplémentaire encore sur les véhicules, et on voit arriver peut-être une taxe sur le véhicule électrique, et puis aussi savoir d'où vient l'électricité, ça pourrait être une taxe aussi. Enfin bref, ils trouveront une solution, il n'y a pas de problème. Alors là, pour 2024, ce qui semble acté, c'est de réduire le seuil du malus au poids. Dès l'année prochaine, ce seuil sera abaissé à 1,6 tonne au lieu d'1,8 tonne. Quels nouveaux véhicules vont être concernés ? Alors ça, c'est la taxe sur le poids. C'est une nouvelle taxe depuis maintenant, si je me trompe pas, 2 ans, qu'on n'avait pas. On avait une taxe sur le CO2, sur le taux de CO2, qui s'abaisse de 5 grammes tous les ans. Oui, c'est ça c'est automatique, 5 grammes de moins tous les ans. Et continue à s'abaisser. Donc c'était évident que de 1,8 tonne, on allait partir d'1,6 tonne, ça c'était sûr. Puis après 1,6 tonne, vous verrez que l'année prochaine, on se reverra peut-être aux mêmes dates, et puis ça sera 1,4 tonne. Enfin, on abaissera sans arrêt. Alors là, ils ont voulu préserver, a priori, certains modèles français comme la 5008. C'est l'argument, c'est ce que pour répondre à votre question, c'est que pour l'instant, ils disent que ça touche plutôt les gros SUV, les gros 4x4, plutôt allemands, etc. Donc ça pose pas de problème, etc. Mais comme chaque année, de toute façon, ce seuil sera abaissé, de toute façon, ça touchera. Et puis quand on dit ça ne touche pas les constructeurs français, ça touche plutôt les constructeurs européens, faut quand même savoir qu'il y a des concessionnaires français de marque allemande ou autres d'ailleurs, sur le territoire français. Donc eux, ça les touche immédiatement parce que c'est dans l'achat du véhicule. Et puis ce que vous n'avez pas dit, c'est que l'année dernière, on avait un malus maximum de 50 000 euros, c'était le plafond, et ils disent qu'il pourrait exploser ce malus, il pourrait aller beaucoup plus loin, il pourrait 60 000, 70 000, 80 000 de malus. C'est-à-dire que bientôt, il y aura plus de malus que l'achat d'un véhicule. Donc juste en conclusion de tout ça, quand même, ce qui est fou, c'est qu'on voit bien que l'automobile, c'est quand même une vache à lait. C'est-à-dire entre les taxes sur le carburant, les malus, les zones de faible émission, c'est vraiment le matraquage anti-automobiliste. Ça s'appelle verdir la fiscalité en langage techno. Alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin amusant, je sais pas, c'est que Bercy voulait même taxer les gros SUV électriques. Finalement, c'est remis à plus tard, peut-être en 2025. C'est ce qu'on est en train de dire, c'est que vous inquiétez pas, c'est que le jour où on arrivera sur le véhicule électrique, ils trouveront des solutions. Là, j'ai une réflexion quand même là-dessus, c'est que on a l'impression, alors on a eu les taxes sur les carburants, j'en ai parlé pendant pratiquement tout le mois d'août parce qu'ils ont augmenté, donc on parlait des taxes sur les carburants. Puis sans arrêt, on était en train de me dire oui, mais tout ce qui a été donné par l'État, c'est une recette indispensable pour l'État, les prix des carburants, plus de 40 milliards d'euros. La seule chose qui me gêne, c'est que la variable d'ajustement, c'est quand même souvent l'automobiliste. C'est-à-dire qu'il y a 40 millions d'automobilistes sur 67 millions de Français et on lui met sur le dos les taxes sur les carburants, les malus,
malus, etc. Les taxes, vous l'avez dit, sur le péage, l'inflation. Donc, il y a un moment, devenir automobiliste, ça va être difficile. Et pourtant, c'est une mobilité indispensable. Merci beaucoup à Fabrice Godefroy de 40 millions d'automobilistes d'être venu nous éclairer sur tous ces sujets qui concernent 40 millions de personnes pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant, ce sera Jacques Pessis après Passion France et Christophe Jiquel. On se retrouve demain à midi pour les derniers débats de l'été. Salut, à demain. Merci beaucoup.